Bienvenue sur la chaîne du Ciné-Show en compagnie de Jean-Luc, moi-même. Prenez place pour l'analyse de l'épisode 7, et aussi l'épisode la plus courte, et ça, grâce à Marilyn Manson. Malgré cela, je suis quand même content, car contrairement aux épisodes précédents, il y a beaucoup de messages cachés et de symboles. Avant d'aller plus loin, j'ai commencé à faire des lives, où je montre un peu l'inside de mes projets, allant de l'écriture au montage. Et le dimanche 7 mars, je ferai encore un live et je pense que ça serait sympa de faire un peu plus connaissance. Bon, j'arrête avec mon blabla et c'est parti pour l'analyse de l'épisode Fire and Ice. L'épisode commence peu après l'envol de Déméter, où Ofnir semble être affecté. Et on ne va pas se le cacher, c'est normal. 4 épisodes et tout ça, pour ça. Mais enfin, bref. Sur la route, Cordelia et Voyageur tombent littéralement sur un cadavre en feu. Le Maccabée sorti tout droit d'une secte porte sur lui un symbole, les 3 cornes d'Odin. Un peu plus tard dans cette même scène, on voit un POV de Johan, et à travers une vision, il nous confirme que c'est bien lui qui a tué ce disciple d'Odin. Après l'opening, on retrouve Ombre, qui hésite à dénoncer Derek, car c'était lui le voleur de sous-vêtements. Après une petite discussion avec Enzelman, Ombre décide par la suite d'avertir Chad Mulligan, qui plus tard proposera à Derek un accord. J'ai ma petite idée sur cet accord, et ça ne risque pas de plaire à certains, ou certaines. Toute la ville savent que Derek a un passé instable, et vu que Chad n'a aucune piste sur la disparition d'Allison, il va sans doute te demander de se dénoncer pour les 2 crimes. Et comme c'est une petite ville, le shérif n'aura pas autant de mal à minimiser les dégâts. Et je sais que ça n'a pas l'air juste, mais ça reste une théorie. Du côté de Mr. World, Salim et Laura sont amenés à faire un choix décisif, accepter une alliance, et faire comme je l'avais dit dans l'analyse précédente. Mis à part le contexte, j'ai trouvé cette scène très intéressante. Et ça, pour plusieurs raisons. Quand la personnification d'eux-mêmes dit « This arrangement is really between the young woman and Mr. World. Maybe it's best you wait out in the lobby. » Salim répond « I'm done waiting in lobbies. » C'est parce que dans les saisons précédentes, tout ce qu'a fait Salim, c'est d'attendre, attendre et encore attendre. Et c'est justement ce qui renforce mon point sur l'absence du djinn. Si on se focalise sur l'écran, on constate une fourmilière, et par la suite une fourmi sortant de cet même écran. Selon mes recherches, les fourmis sont considérées comme un animal totem. Et dans ce contexte, cela signifie qu'il est temps de s'organiser, ou de se faire des alliés. D'où cette scène. Dr. Fab fait par la suite un clin d'œil à Salim, ce qui est une référence à l'épisode précédent. You feel what I'm saying, Salim? Plus tard, une fois que Salim et Laura se sont mis d'accord sur les termes de ce contrat, on constate que l'écran a changé. Les pingouins sont Salim et Laura, tous deux des proies. Et on a la confirmation de cette supposition quand Mr. World accepte leur proposition. On voit ce pingouin se faire dévorer par un prédateur. C'est la chaîne alimentaire et la loi du plus fort. Du côté de Lakeside, on retrouve Shadow, où il est enfin en date avec Marguerite Olsen. Il tombera sur une statuette en or de Ganesh, un dieu hindou. La seule corrélation avec cette scène, c'est que Ganesh est un dieu qui supprime les obstacles. Et ceux qui ont lu le livre de Neil Gaiman savent pourquoi cette pièce va vers la voiture. No spoil, j'ai compris la leçon. Juste pour info, selon mes recherches, et ça, je peux me tromper, Ganesh se fait couper la tête durant une bagarre avec un autre dieu nommé Shiva. Et après un pacte, Shiva réussit à ressusciter Ganesh en plaçant la tête d'un éléphant, ce qui lui redonne la vie. Voilà, j'ai trouvé que cette histoire était intéressante. C'est cadeau. Une fois dans le jacuzzi, Ombre fait tomber de la neige, chose qu'il avait déjà fait dans l'épisode 3 de la première saison. Je dois dire que j'ai adoré la cinématographie durant la scène de sexe. Et on ne va pas se le cacher, la chorégraphie de la scène de sexe en elle-même n'était pas ouf du tout. La musique était même cringe. Ombre fait par la suite un cauchemar, où il voit quelqu'un sur un cheval. Cette personne est sans doute Odin, et le cheval Salpnir, aussi connu sous le nom de Betty. Par la suite, sortant de la glace, je sais pas, j'ai pas trouvé de nom à ces êtres. Zombies, fantômes, êtres célestes, je sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que cela a un lien direct avec les ancêtres de Shadow. Et c'est ce qui nous amène sur Bilquis. Après une révélation que Bilquis n'était qu'une identité parmi d'autres, elle se revoit devoir chercher sa nouvelle voie. Et je vais sans doute vous décevoir,
car cette nouvelle voix n'est pas si nouvelle. On the contrary, your survival is of great interest. A fortune telling. Et l'on constate que l'adresse de cet immeuble est la même que celle de l'arrivée des esclaves en Amérique. On constate que cette fresque illustre bien l'arrivée des esclaves dans ce pays. Personnellement, j'ai adoré la scène de danse avec Bill Cuisse, et je vais vous dire pourquoi. Dans la culture africaine, ils utilisent la danse comme moyen de communication, une forme de langage visuel, et les Orishas font de même. Et c'est pour cela que Eugenia reconnaît Bill Cuisse à travers sa danse. Plus tard, la fresque s'anime et dévoile un autre dieu, qui semble être Eshu, le dieu de la mort, mais aussi de la malice. Eugenia nous dévoile qu'elle était la femme qui metta ombre au monde, mais aussi qu'ombre n'est qu'une moitié. Pause. On s'éloigne tellement du livre qu'on commence à emprunter des éléments venant d'un autre livre de Neil Gaiman, The Anansi Boys. Et voici ma théorie. On le savait, et je l'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos analyses, que Ombre était peut-être Baldur, le dieu de la lumière et de la bravoure. On aurait pu s'arrêter là. Je veux dire, avoir une révélation que Ombre était bien Baldur. Mais quand Eugenia a dévoilé que Ombre n'était qu'une moitié, j'ai pensé à son frère, Holder. Holder est celui qui tue Baldur, sous les ordres aveugles de Loki. Donc il est sans doute possible qu'on fera sa connaissance dans les épisodes à venir. Ou peut-être que je dis juste de la merde. Libre à vous de me donner vos théories en commentaire. Du côté de Geirvalder, encore un nom d'Odin qui veut dire maître de la lance, on fait la rencontre de cet être spécial nommé Dunker. Perso, j'ai trouvé sa performance fun. Et si vous l'avez pas deviné, c'est bel et bien un troll. Odin fait l'introduction du troll à travers cette histoire norvégienne nommée The Frivilly Gods Gruff. Dunker fait par la suite une devinette, ce qui est aussi une marque de fabrique des trolls. L'épisode finit avec un cliffhanger, où l'on voit Johan, les tripes à l'air, Ombre se faire entraîner aveuglement par Tyr, dévoilant que c'était lui qui était à l'origine du déclin du groupe de Johan. Un dernier coup d'œil qui a son importance sur Anne-Marie Enzelman, où le dentiste sympa n'étant plus d'actualité, Tyr laisse place à ce qu'il est vraiment, un guerrier, déclarant la guerre à Odin lui-même. Et c'est le moment de noter cet épisode. Je pense que l'épisode de cette semaine mérite un 9.5 sur 10. On sent que les choses évoluent vraiment pour cette bataille entre Tyr et Odin. Même si on s'est quand même bien éloigné du livre, je peux quand même voir Laura arriver à ses fins. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour chacun de vous d'être présent depuis le début, mais aussi de suivre peu à peu l'évolution de l'analyse de cette série. Si vous avez aimé l'épisode, et bien sûr ma vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous voulez bien sûr, de vous abonner si vous voulez bien sûr, et on se dit à une prochaine, prenez soin de vous, bien sûr, n'oubliez pas que je fais un live ce dimanche, et coupez.